Des bobines assombries murmuraient des rumeurs, des cinémas ombragés où les capteurs tremblaient. Les années 1940 n'étaient pas seulement l'âge d'or de l'excès, c'était aussi la décennie où l'horreur européenne repoussait les limites. L'Amérique ne pouvait tolérer que les films soient saisis, interdits ou murmurés comme de la contrebande. Mais qu'est-ce qui les rendait si dangereux? Ce soir, nous plongerons dans le celluloïd interdit, 15 cauchemars européens trop choquants pour les écrans américains. Numéro 15, Anthropos 1980. Lorsque le réalisateur italien Joe D'Amato a lancé Anthropos, également connu sous le nom de La Faucheuse en 1940, il a immédiatement acquis la réputation d'être l'un des films d'horreur les plus éprouvants d'Europe. L'intrigue est trompeusement simple. Un groupe de touristes échoués sur une île grecque a découvert les ruines d'une famille maudite et d'un homme cannibale rôdant dans l'ombre. Mais ce qui a surpris le public n'était pas le décor. Ce sont les images graphiques qui ont suivi le point central infâme du film. Le point central infâme montre l'enfant à naître dévoré par le tueur. Les critiques et les spectateurs fuient, horrifiés. Et les autorités britanniques ont saisi le film sous le vidéo nasty. Une panique américaine n'était pas clémente, distribution bloquée. Les salles refusèrent de le projeter. Marché Grindhouse hésitèrent. Certains murmurèrent que même des fans d'horreur se sentaient chez mal en le voyant. D'Amato riait de la controverse. Il poussa son équipe à créer des effets gore bien pratiques, si vrais que certains crurent à de vrais cadavres. Des rumeurs circulèrent sur le casting, certains refusant de voir la finale. Des capteurs dans divers pays ont exigé des coupes, mais D'Amato se vantait que le scandale n'ait fait qu'alimenter les ventes avec le temps. Anthropos a disparu de la circulation officielle depuis bien des années, n'existant plus qu'en cassettes VHS pirates échangées entre collectionneurs passionnés et dispersés. Mais dans les décennies suivantes, les mêmes scènes qui jadis déclenchaient des interdictions ont solidement renforcé son statut culte. L'héritage d'Anthropos a prouvé que parfois les monstres les plus terrifiants ne sont pas surnaturels. Ce sont des appétits humains totalement déchaînés. Et pour l'Amérique, cette vérité était tout simplement trop grotesque pour être tolérée. Numéro 14, L'au-delà, 1981. Lucio Fulci était déjà célèbre comme le parrain du gore, mais lorsque Fulci sortit L'au-delà en 1981, même les censeurs les plus endurcis reculèrent, le film se déroulant en Louisiane, mais tourné avec l'inimitable surréalisme onirique de l'horreur italienne. L'histoire suit une femme qui hérite d'un hôtel maudit construit au sommet de l'une des 7 portes de l'enfer. Ce qui commence comme une atmosphère gothique se dissout rapidement en un tableau cauchemardesque où des asticots fondent la chair et des visions baignées de sang. En Europe, le public célébrait son art. En Amérique toutefois, la MPA jugea cela trop violent pour une diffusion grand public, imposant des coupes qui détruisirent la vision originale de Shea. Beaucoup de salles ont refusé de projeter le film en entier pendant des années. Le public américain n'a vu qu'une version censurée, rebaptisée Sept portes de la mort. Le chef-d'œuvre originel resta enterré à l'étranger. Derrière le rideau, FCI a affronté à la fois les studios et les critiques. Son équipe se souvint de travailler dans des conditions quasi chaotiques, les décors inondés d'animaux. De vraies tarentules ont été utilisées dans la scène infâme d'arrachage des yeux. Les acteurs avouèrent qu'ils ne comprenaient guère le script fragmenté, mais faisaient confiance à l'imagerie hypnotique des FCI pour porter l'histoire. Les critiques en Amérique le rejetèrent comme un trash incohérent. Pourtant, la censure n'a fait que renforcer sa légende. Dans les années 90, des tirages non coupés importés d'Europe circulèrent lors de séances à minuit. Les magazines d'horreur l'ont déclaré chef-d'œuvre perdu. Aujourd'hui, il fait partie de la trilogie Les portes de l'enfer de Shea. Ce qui était interdit pour incohérence et gore est devenu art surréaliste. L'histoire de l'au-delà nous rappelle que l'horreur n'est pas seulement peur, c'est l'imagination libérée qui éveille nos sens. Cette imagination étrange ressemblait au chaos. Pour les fans, cela évoquait bien vraiment Liberté numéro 13, Possession 1981. Lorsque Possession d'André S. fut présentée en 1981, critiques et public ignoraient s'il fallait appeler cela horreur ou folie, avec Isabella Gianni et Sam Neill. L'histoire suit un mariage qui se délite dans le Cold Warper Inn, dans un univers sombre et ténébreux. Mais ce qui commence comme un récit d'infidélité bascule en psychose et en horreur corporelle.
et une scène de métro que les critiques décrivent comme l'effondrement le plus perturbant du cinéma européen. Johnny a finalement remporté le prix de la meilleure actrice à Cannes. Bien qu'elle ait avoué ce rôle, il a presque détruit sa santé mentale au Royaume-Uni. Cependant, le film a été immédiatement visé lors de la diffusion. Purge odieuse. Le mélange hallucinatoire d'images religieuses, de sexualité et d'effets grotesques sur des créatures a été jugé inadapté pour diffusion aux États-Unis. Les distributeurs ont coupé près d'une demi-heure du film, supprimant son rythme surréaliste et le rendant presque incohérent. En coulisses, Djerovski aurait eu des heures avec les producteurs qui le suppliaient d'atténuer sa vision. Il a refusé les effets spéciaux créés par Carlo Aldi, le même artiste derrière E.T. et Alien a choqué, même des techniciens chevronnés. Certains chuchotaient qu'une Janie avait subi un effondrement nerveux après le tournage de sa scène de convulsion dans le métro. Bien qu'elle ait ensuite reconnu que cela lui avait pris des années pour se remettre émotionnellement pendant des décennies. Possession a été enterrée sous des coupes de censure et des bobines interdites. Pourtant, elle gagna une étrange postérité sur des copies piratées, des fans d'horreur murmurant au sujet de la version non coupée, comme si elle était interdite. Écriture, aujourd'hui restaurée en qualité irréprochable. Le film est salué comme l'une des horreurs européennes les plus audacieuses de sa décennie. Ce que les censeurs voyaient comme le chaos et l'obscénité est aujourd'hui perçu comme de l'art. Et voilà le paradoxe de la possession interdite par son extrémité. On s'en souvient pour son génie. Numéro 12, Foire cannibale. 1981, si Cannibal Holocaust a tracé les bases des films chocs italiens en jungle. Le Cannibalox d'Umberto Lindsay a poussé plus loin et fut commercialisé avec le slogan glaçant « Interdit dans 31 pays ». Le film suit 3 élèves voyageant en Amérique du Sud, croisant trafiquants de drogue, conflits en tribaux et des scènes de torture. Cela mêlait des effets mis en scène à un réalisme trop cru pour le confort du spectateur. Sorti, il fut jugé vidéo nasty au Royaume-Uni, où les autorités saisissent des copies et font des raids. En Amérique, la MPAA imposa des coupures. Le film resta méconnaissable et des distributeurs clandestins vantèrent la version non censurée comme la plus violente faite. Le public murmurait qu'il était trop perturbant pour regarder. Derrière la caméra, Lindsay s'est engagé dans la controverse, affirmant que son film était plus sauvage que Cannibal Holocaust. Cette bravade avait un coût. Les critiques l'ont jugé de mauvais goût et les groupes de défense des animaux l'ont condamné pour l'exploitation. Les véritables mises à mort d'animaux utilisées à l'écran ont été tournées avec des membres du casting qui, plus tard, avouèrent avoir été poussés à tourner des scènes qu'ils ne comprenaient pas avant le montage final. La censure, loin de l'affaiblir, l'a rendue plus forte, tandis que les cinémas de Grindhouse à New York et à Los Angeles attiraient des spectateurs curieux voulant voir ce qui était trop choquant. Sur VHS, il est devenu un Graal de collection, passé de main en main comme une contrebande interdite. Aujourd'hui, Cannibalox reste controversé. Certains le jugent sordide, d'autres le célèbrent comme une pièce clé de l'histoire de l'horreur, mais son interdiction n'a prouvé qu'une chose dans les années 1980. La peur n'était pas seulement à l'écran, elle était dans la panique de ce que le public pourrait faire après avoir regardé numéro 11, La maison près du cimetière 1981. Lucio FCI frappe encore. Au moment où La maison près du cimetière arriva en 1981, FCI avait déjà ébranlé les capteurs avec Zombie et l'au-delà. Ce cauchemar gothique se concentrait sur une famille qui emménageait dans une maison de la Nouvelle-Angleterre avec un secret sombre qui rôde dans son sous-sol. L'idée évoquait des histoires hantées. Mais FCI ajouta mutilation, démembrement et montage rêveur qui a laissé perplexe le public anglais. La vidéo fut très vite interdite. Sale, les autorités évoquèrent un gore implacable et un sadisme persistant, surtout dans les scènes d'enfants en danger. Aux États-Unis, il n'est sorti que dans des versions fortement amputées, dépourvues de ses traits les plus grotesques. Les distributeurs, nerveux, le rebaptisaient assez souvent sous des titres alternatifs, espérant échapper à la censure derrière le rideau. La production était chaotique. La réputation de Shea, tyrannique et perfectionniste, s'est accrue. Des acteurs se plaignaient des tournages épuisants ou les indications étaient déroutantes. Même l'équipe des effets a admis que la FCI exigeait plus de sang et plus de chaos. Les critiques ont qualifié le film de navet incohérent, mais des spectateurs ayant trouvé des projections non censurées ont célébré son ambiance et ses codes du genre. Avec le temps, La maison près du cimetière devint l'une des œuvres les plus étudiées de Shea, redécouverte restaurée en Blu-ray.
La même image cauchemardesque, jadis déclenchait des foules. Aujourd'hui, elle est louée pour son art et son surréalisme. Le film demeure, rappelle. Ce que les capteurs jugent dangereux cache souvent une vision que le monde n'est pas prêt. Dans le sombre et inquiétant sous-sol des horreurs de Shea, l'Amérique a vu se manifester la corruption. Les fans ont vu de la poésie. Numéro 10, Ténèbres, 1982. Dario Argento. Ténèbres est arrivé en 1982 avec de très grandes attentes. Le maître italien des thrillers Gialli était au sommet de sa célébrité. Et ce film était censé être son mystère meurtrier le plus élégant. Pourtant, l'histoire suit un auteur américain à Rome dont le dernier roman inspire une série brutale de meurtres, à la fois élégants et modernes et sanglants. En cramoisi, il fut acclamé en Europe comme l'une des œuvres audacieuses de Génaud. Mais en Amérique, l'histoire fut autre. Les capteurs reculèrent face à des séquences mortelles. Surtout, une double meurtre infâme, filmée dans un mouvement de caméra continu. Critiques accusèrent Argento de glorifier la violence envers les femmes. Des autorités britanniques au début se sont mobilisées pour la vidéo, provoquant une panique. Les tabloïds la décrivaient comme un art dépravé se faisant passer pour du cinéma. Dans les coulisses, Argento luttait contre l'obsession. Il admit que Ténéré était en partie autobiographique, né de sa frustration envers des critiques qui attaquaient son travail comme dangereux sur le plateau. Perfectionnisme épuisait les équipes. Pourtant, les résultats furent indéniables, architecture audacieuse, plans steadicam et un style visuel qui marqua les réalisateurs pendant des décennies. Pendant des années, le public américain n'a vu que des versions tronquées et fortement censurées. Retitré Unsane. Les fans d'horreur murmuraient sur la version européenne non censurée. Un film vraiment tout à fait différent, pulsant au rythme hypnotique de notre GTO. Dans les années 90, festivals et distributeurs VHS cultes ont ressuscité la version authentique. Aujourd'hui, Ténéré est l'une des œuvres maîtresses de notre GTO, une horreur méta sur la violence, l'art et la censure elle-même. Ironiquement, le fait même d'en interdire l'usage n'a fait qu'amplifier ces thèmes. Le film ne traitait pas seulement du meurtre, il s'agissait de savoir qui contrôle l'histoire. Numéro 9, Peur scénique, 1987. À la fin des années 80, l'horreur italienne évoluait vers un territoire plus lisse et plus expérimental. Stage Fright de Michel Avi, aussi connu sous le nom de Delirium, a fait irruption sur la scène en 1987 en tant que slasher avec une tournure opératique. Le concept, une troupe théâtrale répète une pièce et se retrouve piégée à l'intérieur avec un tueur masqué qui les poursuit un par un. L'arme choisie, un masque de hibou géant, transforme l'image surréaliste en pure terreur. En Europe, c'est devenu culte, mais en Amérique, les distributeurs hésitaient. Le film fut condamné pour sa violence. Des acteurs mutilés par des tronçonneuses, des haches et des perceuses dans l'espace restreint d'un théâtre. Les critiques l'ont qualifié d'exploitatif et les censeurs hésitèrent face à la brutalité croissante. Certains États américains ont refusé la projection. D'autres réclamaient que des séquences entières soient coupées derrière le rideau. Autrefois protégé par Dario Argento, il a poussé son équipe à mêler horreur et art. Le film fut un équilibre entre gore et mise en scène onirique et énigmatique, souvent comparé à un rêve fébrile d'Argento et Hitchcock, sombre et étrange. En Europe, le public loua son inventivité, mais les Américains jugèrent trop fort. Avec le temps, le track scénique cessa de circuler aux États-Unis, survivant par copie piratée, chérie par les collectionneurs. Pourtant, sa réputation a grandi, surtout parmi les jeunes cinéastes, inspirés par son travail de caméra audacieux et ses images surréalistes. Aujourd'hui, il est célébré comme l'un des slashers les plus sous-estimés. Un film interdit, non pas parce qu'il manquait vraiment d'art, car son art était trop violent pour les goûts américains. Phénomène numéro 8. 1985. Dario Argento est revenu en 1985 avec Phénomène, un étrange mélange onirique d'horreur, de contes de fées et de mystères surnaturels, mettant en vedette une jeune Jennifer Connelly dans l'un de ses premiers rôles. L'histoire suit une jeune fille capable de communiquer télépathiquement avec les insectes, envoyée dans un pensionnat suisse hanté par des meurtres. Elle s'allie à un entomologiste en fauteuil roulant, joué par Donald Pleasence. Le résultat, vraiment un étrange mélange de beauté et d'horreur grotesque. En Europe, le public accueille sa qualité surréaliste, mais l'Amérique a d'autres plans. Le film fut rebaptisé Creepers et amputé d'environ 30 minutes, effaçant son atmosphère.
Ceux qui restaient étaient déroutants et disparates. Les critiques le jugèrent incohérent, mais des rumeurs circulaient chez les fans d'horreur. La version européenne non coupée serait tout à fait un autre film. Un cauchemar hallucinant avec quelques images parmi les plus marquantes de notre génération dans les coulisses. La production était troublée. Argento s'opposa au producteur sur la durée du film, son ton bizarre. Connolly, âgé de 15 ans, endura des tournages éprouvants, y compris des insectes réels. Des membres de l'équipe virent chaos digne de la FCI sur le plateau, Argento poussant à l'extrême. Personne d'autre n'osa. Pendant des décennies, les USA ne connaissaient que des phénomènes mutilés. Mais les restaurations DVD et Blu-ray apparurent et les fans découvrirent enfin toute sa gloire, accompagnée d'une bande-son rock avec Iron Maiden et Motorhead en vedette. Autrefois censé comme un déchet incohérent, il est désormais célébré. Comme l'une de nos plus audacieuses expériences pour les GTO, des phénomènes prouvèrent une étrange vérité. Parfois, les cauchemars les plus angoissants sont ceux qui n'ont pas de sens et c'est exactement pourquoi les capteurs les craignaient. Numéro 7, Santa Sangre, 1989, Alejandro Jodocchi. Santa Sangre n'a jamais été un film d'horreur ordinaire. C'était un rêve fébrile et opératique. Sorti en 1989, le surréaliste mexicain-chilien s'est associé à des producteurs italiens pour concevoir un film si étrange, si violent et si poétique que le public ne savait pas quoi en penser. L'histoire suit un jeune circassien affligé par sa mère dominante et par des cultes religieux et des meurtres grotesques faits avec ses bras démembrés. En Europe, critiques s'émerveillèrent de son art. En Amérique, distributeurs hésitaient. Le mix d'images sacrées, de violence graphique et de surréalisme dans le film a suscité des craintes de blasphème. Certaines salles ont refusé de le programmer et les censeurs exigeaient des coupes. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la vision de Jodorowsky était inadaptable au cinéma. Pour le public américain, dans les coulisses, la production était tout aussi chaotique que le film lui-même. Jodorowsky utilisait ses propres enfants dans des rôles principaux, créant une atmosphère de tension familiale réelle sur le plateau. Les membres de l'équipe ont admis qu'ils comprenaient à peine ce qu'ils filmaient. Les critiques étaient tout à fait divisées. Certains l'ont salué comme un génie, d'autres l'ont condamné comme folie. Aux États-Unis, le film n'a connu qu'une sortie limitée, coupée et entourée de controverses. Il a existé longtemps. Comme une légende chuchotée, un film osa qualifier l'une des horreurs les plus étranges sur VHS, c'est devenu un trésor culte. Aujourd'hui, Sangre est célébré comme chef-d'œuvre surréaliste, étudié en école de cinéma et accueilli par les fans d'horreur pour sa vision. Ce qui était autrefois trop bizarre, trop offensant, trop grotesque pour l'Amérique, devient un exemple éclatant de l'horreur. Jodorowsky a montré que parfois les cauchemars ne sont qu'un autre langage pour la vérité numéro 6. Enigma, 1987. Lorsque Lucio FCI dirigea Enigma en 1987, au début, cela ressemblait à une simple histoire de vengeance. L'intrigue suit une jeune fille timide harcelée dans une école catholique qui tombe dans le coma après une farce cruelle. Mais son esprit persiste, hantant ses tortionnaires par des châtiments surnaturels qui s'aggravent à chaque mort. Le public européen voyait en lui une étrange fusion de peur et de phénomène. En Amérique, la réaction était différente. Les distributeurs le rejetaient comme un navet exploiteur. La censure visait son imagerie grotesque, surtout une scène de mort où un personnage est étouffé par une nuée d'escargots arrivant. Des rumeurs ont circulé, selon lesquelles les salles refusèrent de le projeter, affirmant que l'image était indécente. Dans les coulisses, la santé des FCI chutait, mais son obsession d'aller plus loin dans l'horreur demeurait. La prod souffrait d'un budget serré, avec des effets bâclés et des acteurs épuisés. Même son équipe a dit que le film était maudit. Les critiques l'ont jugé incohérent. En Europe, les versions non coupées circulaient. Aux États-Unis, seuls VHS mutilés étaient de vue. Au fil du temps, l'énigme tomba dans l'oubli. Rejetée comme l'une des œuvres les plus faibles de Shea, mais des fans d'horreur la ressuscitèrent d'un plus tard, louant son atmosphère onirique et son imagerie surréaliste. Aujourd'hui, c'est un artefact fascinant de Shea. Ces années crépusculaires furent interdites non pour leur qualité, mais car l'Amérique ne pouvait supporter sa vision grotesque de vengeance. Parfois, l'horreur n'a pas besoin de cohérence. Il suffit de déstabiliser une énigme non résolue si profondément que les capteurs préfèrent l'enterrer. Numéro 5, Opéra 1987.
L'opéra de Dario Argento pourrait être son film le plus éblouissant visuellement et le plus étrange, sorti en 1987. Et il raconte l'histoire d'une jeune chanteuse d'opéra hantée par un tueur en série qui l'oblige à voir des meurtres. La méthode du tueur était inoubliable. Elle plaçait des aiguilles sous les paupières pour ne pas pouvoir détourner le regard. Le public européen était fasciné, mais les distributeurs américains en furent horrifiés. La MPAA exigea des coupes radicales dans ses séquences les plus violentes, soutenant que l'imagerie des aiguilles placées sous les paupières était trop sadique. Certaines salles refusèrent carrément de le projeter, et la sortie du film aux États-Unis fut considérablement retardée. Les critiques en Amérique l'ont qualifié de spectacle pervers. Dans les coulisses, le chaos régnait. Argento s'est affronté aux producteurs au sujet des dépassements de budget. L'actrice principale Cristina Marcia aurait été traumatisée par les exigences d'Argento, obligée de supporter des heures de tournage éprouvantes avec des prothèses adhésives près de ses yeux. Pour aggraver les choses, Argento lui-même a été blessé sur le plateau, et des rumeurs circulaient sur des accidents mystérieux qui minaient la production. Malgré les bandes, le film a acquis une base de fans fidèles et dévoués qui perdurent dans le temps. Des copies pirates circulaient dans les cercles de l'horreur, évoquant la version non censurée d'Argento et recherchée par les fans. Des restaurations ont révélé la cinématographie éblouissante du film et ses séquences d'opéra hantantes. Aujourd'hui, l'opéra est salué comme l'une des œuvres les plus ambitieuses d'ARGN, une audacieuse union de beauté et de brutalité. Pourtant, son interdiction a révélé une vérité simple. L'Amérique n'était pas prête pour un art qui obligeait son public à regarder l'horreur sans cligner des yeux. Numéro 4, La Cité des Morts Vivants. En 1980, C.E.O. Chess, La Cité des Morts Vivants, qui a également connu sous le nom des Portes de l'Enfer, est sorti en 1980 en tant que premier volet de sa trilogie apocalyptique. L'histoire commence lorsque le suicide d'un prêtre dans une petite ville libère des forces surnaturelles et ouvre les portes de l'enfer. Ce qui suivit n'était pas seulement de l'horreur, c'était un assaut de visions grotesques, corps qui vomissent, intestins, têtes percées, cadavres qui ressuscitent. Le public européen était habitué aux extrêmes sanglants, mais les distributeurs américains hésitèrent. La MPAA a exigé d'immenses coupes, laissant une version tronquée qui a supprimé le rythme hallucinatoire de Che, les critiques l'ayant qualifiée d'incohérente, tandis que d'autres l'ont accusée d'immoralité, en Grande-Bretagne. Elle a rapidement été ajoutée à la liste des vidéos dites vidéos nasty, saisies lors de raids et condamnées dans les tabloïds. Derrière la caméra, FCI a poussé son équipe à créer certains des effets gore les plus réalistes jamais tentés à l'époque. Plus tard, les acteurs avouèrent être affligés par la violence. Des rumeurs circulaient, même les fans d'horreur endurcis s'évanouissaient pendant les séances. Pendant des années, le film resta secret en Amérique. Disponible en version VHS censurée, chez les collectionneurs, des tirages non coupés circulaient comme contrefaçon, renforçant la réputation de Che. Aujourd'hui, il se dresse comme un jalon dans l'horreur européenne, interdit, ridiculisé, mais finalement légitimé. Le message de Che était clair s'il existait l'enfer. Ce n'était pas une métaphore, et cela a profondément mis mal à l'aise les censeurs. Troisième point, démons. 1985, Les démons de Lamberto Bava, produit par Dario Argento, fut l'un des films d'horreur italiens les plus énergiques et terrifiants de la décennie, sorti en 1985. Cela raconte l'histoire d'un film culte projeté où le public devient des démons carnivores. Bientôt, la salle devient un piège. L'art et la réalité se mêlent pour ne former qu'un cauchemar sanglant. Le public européen a applaudi fort. Son invention, mais en Amérique, les capteurs se sont alarmés. La MPAA a réduit sa durée en coupant des scènes d'égorgement, des bains de sang, des rampages et des transformations grotesques. Les critiques l'ont rejeté en gore. D'autres murmuraient qu'il soit dangereux vraiment de sortir un film où regarder serait une condamnation à mort. Dans les coulisses, la prod était chaotique et électrisante. Bava, suivant les traces de son père, adopta l'éclat d'Argento pour le spectaculaire. Les comédiens se souvenaient de nuits à tourner dans des décors clos, bien trempés de sang artificiel. La bande-son de heavy metal, avec Mötley Crüe, n'a fait qu'amplifier le chaos en Amérique. Mais les fans qui découvrirent mieux la version européenne non censurée en furent émerveillés. Les bootlegs VHS se sont répandus dans les conventions d'horreur et chez les amateurs de démons. Aujourd'hui même, il a rapidement acquis un culte.
On le tient pour l'une des expériences horrifiques italiennes les plus emblématiques des années 1980. Son interdiction était ironique. Démon était lui-même un film sur la censure, sur ce qui se passe lorsque l'horreur saute hors de l'écran pour les censeurs américains. Cette métaphore frôlait trop près la réalité. Numéro 2, Cannibal Holocaust 1980. Ruggiero Deoda's Cannibal Holocaust demeure l'un des films les plus infâmes jamais réalisés. Sorti en 1980, il a été commercialisé comme le film le plus controversé de tous les temps. L'histoire suit une équipe de documentaristes qui disparaît dans la jungle amazonienne. Des sauveteurs trouvent d'heures plus tard des images montrant l'équipe en train d'exploiter, de tourmenter et, finalement, de devenir victime d'une tribu, présentée aussi avec un tel réalisme que beaucoup ont cru qu'elles étaient authentiques. En Europe, le film fut interdit dans plusieurs pays d'Amérique. Les censeurs ont condamné sa violence, surtout les abattages d'animaux filmés, vraiment. Deodato a été arrêté en Italie et contraint de prouver que ses acteurs étaient antivivants après des rumeurs disant que les meurtres étaient réels, vraiment. Les acteurs ont enduré des conditions de jungle difficiles alors que Deodato poussait son équipe jusqu'au bout. La décision de tuer des animaux à l'écran l'a rendu célèbre. Les critiques l'ont jugé obscène et immoral, inadapté à des publics civilisés. Mais les fans d'horreur murmuraient que c'était un chef-d'œuvre de found footage bien avant le genre. Pendant des décennies, l'Amérique n'a vu que des versions censurées. Pourtant, des contrebandiers font circuler l'édition non censurée, cimentant sa réputation. Aujourd'hui, on le voit comme un film d'horreur et comme une critique de l'exploitation. Cannibal Holocaust n'était pas seulement interdit, il était craint, et cette peur le rend immoral. Suspiria, 1977, interdite jusqu'aux années 80, bien que techniquement sortie en 1977. Dario Argento, Suspiria, a connu ses combats de censure les plus acharnés durant les années 1980, lorsque des restaurations non coupées cherchèrent à circuler en Amérique. Ce récit hallucinatoire d'une académie de ballet dirigée par des sorcières était baigné de couleurs néon, d'un design sonore surréaliste et d'une violence choquante. Dans les années 80, les restaurations européennes protégeaient la vision d'Argento. Mais aux États-Unis, la MPA a sévi plus durement que jamais. Des distributeurs américains coupèrent des scènes entières. La fameuse séquence du fil de fer barbelé, l'attaque du chien et le coup de couteau brutal. Le résultat fut une version édulcorée que les critiques jugèrent incohérente. La version fut interdite dans beaucoup de salles publiques. On disait qu'elle était trop artistique pour l'exploitation et trop violente pour l'art. Derrière les coulisses, Suspiria fut un cauchemar à tourner. Argento demandait des éclairages surréalistes pendant que Goblin martelait la musique sur le plateau pour déstabiliser les acteurs. Jessica Harper, la star, avoua ne pas tout comprendre de l'histoire, mais elle en ressentait l'hypnotisme. Les membres du Terror Crew se souvenaient des Nights of Endless Takes sous des lumières brûlantes. Vers le milieu des années 80, les fans d'horreur américains cherchaient désespérément à voir la version non censurée. Des cassettes venues d'Europe circulaient clandestinement, pendant que les magazines d'horreur décrivaient avec frénésie des festivals de versions interdites projetant des copies clandestines, souvent au risque de poursuites judiciaires. Quand la version intégrale est apparue, des décennies plus tard, dans une gloire remasterisée, le public a compris pourquoi elle avait été censurée. Suspiria n'était pas uniquement horreur, c'était l'horreur faite art, trop saisissante, trop surréaliste, trop sans compromis. Et c'est pourquoi il occupe la première place, plus que tout autre groupe. L'horreur européenne des années 80, Suspiria a montré que ce que l'Amérique craignait le plus n'était pas le gore. C'était une beauté enveloppée dans la terreur. 15 films. Chaque bande a été massacrée ou enterrée, et pourtant chacune d'entre elles a survécu, transmise de main en main, murmurée lors de projections à minuit, renaissant en légende culte. Qu'est-ce que cela dit de nous que les films que nous avons le plus cherché à tuer deviennent ceux dont nous nous souvenons le plus? Lequel de ces Forbidden Nightmares oseriez-vous regarder, aimer et vous abonner et nous dire ci-dessous?